Je vais parler de la façon dont, tranquillement, cette question de la justice plurielle s'inscrit dans le contexte de la pratique juridique québécoise chez les avocats. Mais je vais en parler en insistant surtout sur les défis, les difficultés, en fait, d'y arriver. Parce que sur le plan législatif, c'est assez bien inscrit dans le Code de procédure civile. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et donc, donc à la fois de ces réformes, et j'en parlerai rapidement parce que plusieurs les connaissent ici, mais surtout les défis, les difficultés que ça présente d'y arriver dans la pratique quotidienne des avocats. Alors c'est pour ça que j'ai mis avocat et justice plurielle, point d'interrogation, parce que c'est la question qui se pose. On peut toujours considérer, par exemple, que dans la pratique quotidienne du droit, l'avocat, comme le notaire, d'ailleurs, fait beaucoup plus de choses que ce qu'on lui apprend à faire à la faculté, on pourrait dire ça. Mais en général, c'est quand même tout orienté dans un certain sens et c'est une des difficultés actuelles dans la mise en œuvre des dispositions du Code de procédure civile qui, normalement, favoriserait particulièrement la médiation, la conciliation, en tout cas, la modification du rôle de l'avocat et qui, en fait, viendrait élargir considérablement son champ de pratique. Ça vient de lui donner, comme on dit dans le langage du hockey, trois pieds de glace de plus. Mais est-ce que ces 3 pieds de glace-là est utilisé par les joueurs? Et la réponse, c'est que c'est pas si facile à faire à cause de la structure même du marché juridique, de la pratique elle-même. Alors, rappel du contexte, a été mis en œuvre, mis en application à partir de 2016, un nouveau code de procédure civile. J'ai expliqué un peu les raisons qui ont justifié, les diverses raisons qui ont justifié cette mise à jour-là du code de procédure civile. Il y avait eu une réforme antérieure en 2003 qui, elle, a été en fait, assez rapide, hein, quand même, là, arriver à une nouvelle réforme tout juste 13 ans plus tard, c'est rapide. Le Code de procédure civile avait été adopté, je crois que c'était en 64 au départ, Catherine, 66. Et donc, finalement, il y a eu beaucoup moins de temps entre cette réforme-ci et la précédente, quand celle-là, et l'adoption du Code de procédure civile. Une nouvelle orientation assez rapidement, mais surtout les écueils, comme je dis, il manque un E. C'est de ça dont il sera traité surtout. Encore le contexte, c'est un contexte en fait surtout de dysfonctionnement général et de difficulté d'accès à la justice qui a justifié la réforme mise en œuvre en 2016. Il y a une diversité je dirais, de symptômes de ça. Alors, la stagnation des budgets du ministère, là, qui est un problème de base et récurrent. Le ministère de la Justice bénéficie de moins que 1 % des budgets de l'État. Calculez-le comme vous voulez. Beaucoup de causes, dans la réalité, se règlent avant de procéder, avant qu'un juge les entende, de sorte que ça prouve qu'il y avait une disposition, il y a une possibilité de modification, ou du moins d'ajustement des parties en cours de route, et qu'en fait, beaucoup de décisions peuvent éventuellement être prises à l'extérieur du forum qu'on suppose toujours être le seul et final, là, qui est celui où le juge intervient. En vérité, la plupart des causes qui sont inscrites en matière civile se rendent jamais jusqu'au juge. Et en fait, c'est une vaste majorité de ces causes-là qui se rendent jamais. 75 des justiciables croient qu'ils n'ont pas le moyen de se payer les services d'un avocat. Donc, on a une véritable difficulté là, d'accès aux services juridiques, du coût du service juridique. Et comme souvent je dis, il y a 75 des justiciables qui ne croient pas avoir les moyens, mais ceux qui se trompent, c'est l'autre 25 parce que beaucoup de praticiens eux-mêmes considèrent qu'ils n'auraient pas le moyen de payer leurs propres honoraires. On a donc un problème d'accès aux services juridiques lui-même. 50 des citoyens, bon an, mal an, se méfient des tribunaux. Dans certaines juridictions, sont 50 à se représenter seuls, etc., etc. Ces symptômes-là sont connus, ils sont rappelés régulièrement. Il y a un allongement graduel des délais en matière civile, même si, en fait, très peu de causes procèdent pour des raisons qu'on pourrait détailler, mais qui tiennent, entre autres, au développement de la pratique, de la place particulière que l'expertise prend de plus en plus dans certains dossiers, et de sorte qu'aujourd'hui, la magistrature se plaint souvent que des dossiers qui prendraient une demi-journée prennent une semaine. Des fois, ça en prend 2. Certaines expériences ont été menées qui laissaient entendre qu'il y avait un avenir pour un autre type de pratique, fondé plutôt sur l'action du juriste, de l'avocat particulièrement, mais du notaire aussi, comme tiers non directif, c'est-à-dire comme médiateur, comme conciliateur. Des projets pilotes avaient été conclus positivement dans ce sens-là en 2010, puis qui combinaient en fait ces pratiques-là avec une plus grande prise sur la gestion d'instances par les juges.
succès à des conférences de règlement amiable depuis 2003. C'est la possibilité pour les juges d'agir eux-mêmes comme conciliateurs. Et finalement, le succès de la médiation familiale qui, depuis 1997, fonctionne. Un départ très lent au départ pour la médiation familiale, mais à un moment donné, ça a explosé et actuellement, c'est un mode important pour la gestion des conflits des différents familiaux. Il y a une variable idéologique aussi, c'est-à-dire que ce qu'il y a dans l'air, c'est à quoi les gens croient, et la succession des rapports successifs, le rapport Cromwell, les centres de justice de proximité lors de leur création, la création du Forum sur l'accès à la justice civile et familiale du Québec, développement d'un programme de mesures de rechange pour adultes en matière criminelle, puis le projet ADAGE, même tout ça participe en fait d'une reconsidération de la fonction juridique et de la fonction judiciaire, des façons dont on peut régler les conflits, puis de la pratique professionnelle. Et donc, il y a à la fois un contexte, je dirais, fonctionnel. Le système ne fonctionne pas de façon optimale, disons ça comme ça, et il y a plein d'indicateurs de ça qu'on vient de voir. Puis, en même temps, il y a un contexte idéologique, c'est-à-dire il y a un assez large consensus sur le fait qu'il faut fonctionner autrement. Les orientations de la réforme de 2016, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont beaucoup plus compétents que moi pour parler de ça ici. Là, je pense notamment à Catherine Piché ou à tous ceux qui enseignent dans le domaine du droit processual. Mais si je le regarde de façon synthétique, il y a une approche qui favorise la non-judiciarisation des litiges. Et c'est tout ce qu'on trouve à l'article 1 du Code de procédure civile, en fait, dans les premiers articles du Code de procédure civile, qui prévoit que les gens doivent tenter de régler leurs problèmes entre eux avant d'engager une procédure judiciaire. La déjudiciarisation, c'est la conférence de règlement amiable qui, elle, existe déjà depuis 2003, mais c'est également l'usage de la médiation ou de la conciliation en cours de route, parce qu'elle est toujours possible de l'envisager. C'est la gestion d'instance, c'est-à-dire une plus grande intervention du juge dans des perspectives d'accès au droit à la justice, de protection jusqu'à un certain point, du justiciable lui-même. Ces dispositions-là sont assez claires dans le Code de procédure civile, non-judiciarisation, déjudiciarisation, gestion d'instance. C'est juste que de mettre ça en opération, de faire que ça devienne une réalité, ça, c'est pas mal plus compliqué. Et on va expliquer un peu tous les obstacles qu'on peut rencontrer. Sur le plan du cheminement procédural, on peut, de façon, je dirais, synthétique, indiquer que la séquence, sur certains aspects, n'est pas tellement différente de celle qui avait été prévue en 2003, les 180 jours, etc. Ce qui vient, en fait, rendre possible une autre pratique du droit, c'est la possibilité de ces modes privés de règlement prévus aux articles 1 à 7, et puis pour lequel un certain contrôle judiciaire est possible à partir de 147 du Code de procédure civile. La conférence de règlement de gestion de l'instance, qui finalement est un lieu où on peut discuter de ce qu'on n'a pas fait avant, c'est-à-dire d'envisager les modes privés de règlement. Et puis, finalement, la conférence de règlement amiable elle-même qui peut être prévue par le juge et puis qui même peut être une des conclusions de la conférence de rationnement d'instance. Je dis que ça, pour montrer qu'il y a beaucoup d'endroits maintenant où on peut déjudiciariser ou revenir à une forme de non-judiciarisation d'un litige, même une fois que les procédures sont engagées. La question, c'est de savoir les défis, les écueils, qu'est-ce qui rend ça tellement difficile. C'est dû à un ensemble de problèmes. Le premier, c'est l'ambiguïté des finalités. Lorsque ces nouvelles procédures-là ont été engagées, chacun avait son point de vue sur la raison pour laquelle on les engageait. Comme par exemple, du côté de la Cour du Québec, c'était plutôt des questions liées à l'administration de la justice, la fluidité des procédures, la diminution des coûts de système, etc. Ça, c'était les préoccupations des juges. Le barreau parlait plus facilement, plus spontanément de changement de culture, la nécessité d'avoir un service juridique plus adapté. Et donc, ils étaient plutôt dans la théorie de la chose, si je puis dire, mais ils appuyaient quand même, ils disaient, mais pour une autre raison qu'en fait la magistrature. Et puis, le ministère de la Justice l'appuyait essentiellement parce que ça permettait de diminuer la lourdeur, le caseload des dossiers. Et puis, donc, c'était encore là une nouvelle perspective. Mais, comme d'habitude, c'est diminution du volume des dossiers et une nouvelle philosophie. En fait, tout le monde est toujours d'accord avec les idées qu'il y a derrière. La question, c'est de savoir pourquoi réellement ils veulent le faire. Et chacun, en fait, veut le faire pour des raisons différentes. Et ça ne simplifie pas. Sur le plan juridique global, ça ne simplifie pas la mise en œuvre de ces procédures-là parce qu'on poursuit, en fait, des objectifs qui sont pas incompatibles, mais qui sont différents. Et, comme vous savez, il n'y a que 2 possibilités dans la vie. Enfin, il y en a 4. Vous pouvez faire la bonne chose pour la bonne raison, vous pouvez faire la bonne chose pour la mauvaise raison, la mauvaise chose pour la bonne raison, ou la mauvaise chose pour la mauvaise raison. Et dans ce cas-ci, évidemment, puisqu'il y a tellement de raisons différentes, on ne peut pas supposer que toutes ces raisons-là se valent également. Une des difficultés aussi qu'il y a là-dedans, c'est qu'il n'y a personne qui, dans ces acteurs-là, qui sont les acteurs consacrés du droit,
qui est venu dire, oui, mais c'est parce que c'est bon pour les citoyens, hein, parce que peut-être que c'est ça la bonne raison de le faire. Alors, on se retrouve donc avec des préoccupations différentes, des objectifs différents, tout ça centré autour des mêmes espoirs, autour d'un élargissement de l'offre du service juridique vers des services de médiation, de conciliation, qui, dans le fond, renouvelleraient considérablement la pratique, notamment la pratique des avocats. Alors, dans les écueils, les défis, je ne sais plus comment les appeler, les premiers, c'est les écueils de type normatif. Dans l'avant-projet, le premier projet de modification du Code de procédure civile date de 2011. Ça s'énonçait de cette façon, et là, je ne le lirai pas. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est la ligne jaune ici. Parce que ça, ces dispositions-là ont changé entre 2011 et 2013. Mais ça n'a pas changé. Les parties doivent considérer le recours au mode privé de prévention et de règlement de leurs différends avant de s'adresser aux tribunaux. Petite modification des deux premiers paragraphes en 2013. Les parties doivent considérer le recours au mode privé de prévention et de règlement de leurs différends avant de s'adresser aux tribunaux. Version 2016, tout à fait nouvelle. Les parties doivent considérer le recours au mode privé de prévention et de règlement de leurs différends avant de s'adresser aux tribunaux. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il n'y a aucune obligation. C'est laissé à l'intention, à la bonne volonté des parties. Mais quand on parle des parties, évidemment, il y a toujours un acteur dont on ne parle pas. On dit, comment, c'est le rhinocéros dans la pièce? Enfin, cette expression, c'est qu'il y a un praticien là-dedans. OK? Et la question, c'est pas de savoir si les parties le considèrent ou pas. La question, c'est de savoir si les praticiens le considèrent ou pas. Mais dès le début, et puis je me rappelle d'une rencontre qu'on avait eue à Réforma, ça avait porté un peu là-dessus, comment est-ce qu'on rencontre l'obligation qui est faite par l'article 1. Et c'était très simple. On a eu un praticien, il était génial. Je l'ai embrassé. Il a dit, c'est pas compliqué. Tu fais ta lettre tu t'envoies ta lettre de mise en demeure ordinaire, là, tu sais, les 3-4 pages de massacrantes où vraiment tu y vas d'une insulte à l'autre. Et puis à la fin, après avoir insulté carrément, puis de façon... L'autre partie, tu lui dis, mais oubliez pas, il y a l'article 1, peut-être qu'on peut s'entendre. Évidemment, après 4 pages comme ça, puis personne n'a envie de s'entendre, de sorte que l'autre est obligé d'envoyer également sa lettre d'injure, puis de conclure. Je crois qu'on ne peut pas, dans ce cas-ci, envisager les modes privés, puis ça vient de se finir là. Les conditions sont techniquement rencontrées. Ils l'ont considéré. Ils ont même écrit là-dessus. Alors, quand on aborde des choses comme ça, on se dit, bon, on est encore loin du résultat. C'est-à-dire que c'est passionnant, cette modification-là de la législation, mais évidemment, personne ne se sent obligé de le faire. C'est d'autant plus intéressant que les enquêtes ou les recherches qui ont été menées sur la médiation, mettons, obligatoire, notamment en matière familiale, révèlent toutes, on peut considérer que c'est surprenant pour l'esprit ou insatisfaisant, mais que la médiation obligatoire en matière familiale, mettons, en Californie, fonctionne. Ce que je veux dire, c'est que, évidemment, pour l'esprit, on peut dire, ben non, mais il faut que les gens qui vont en médiation s'entendent pour aller en médiation. Tu sais, si tu l'obliges, c'est pas une bonne idée. Et sur le plan sociologique, je suis bien prêt encore, sur le plan de la théorie sociologique, à cautionner ça, à le souligner. Je l'ai écrit déjà très tôt. Mais sur le plan empirique, ça marche. OK? Alors, évidemment, nous, on n'est pas allés jusque-là, et conséquemment, tout le monde fait semblant d'avoir considéré quelque chose qu'on n'a pas vraiment considéré. Et... Alors, ça, c'est l'écueil normatif. Pourquoi? Parce que nous, les juristes, on est des génies de ça, les normes. À partir du moment où c'est écrit, on pense que ça existe. Et pendant qu'on pense que ça existe, ça ne nous oblige pas à le faire. Alors, il y a des exemples de ça nombreux en droit, comme par exemple toute la notion d'autorité parentale. Tout le monde sait bien que si tu respectes les enfants, ton autorité parentale, je m'excuse, mais tu sais, c'est bien pratique l'autorité parentale. Hein? C'est tous les jours, à quelle heure tu te couches, tu prends-tu du verre de lait avant de te coucher, puis des biscuits, tu n'en prends pas. Là. Mais sur le plan juridique, l'autorité parentale est partagée. Alors, c'est comme ça, ici aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est écrit, on a l'impression que ça existe. Il y a des écueils organisationnels qui sont nombreux. L'absence d'une obligation légale, dont j'ai indiqué, mais jusqu'ici aussi, l'absence d'un corps de professionnels spécialisés, l'absence actuelle d'un mécanisme d'homologation des organismes chargés de l'accréditation, absence d'harmonisation des conditions de formation et d'accréditation. Écoutez, là, on ne sait pas qu'est-ce qu'un médiateur ou pas. Ça peut être quelqu'un qui a suivi 15 heures, ça peut être quelqu'un qui a une maîtrise dans ce domaine-là de l'Université de Sherbrooke. Beaucoup de monde peuvent être considérés comme un médiateur. Et conséquemment, on est loin, en fait, de ce que on espérait. Bon, en 2018, juste avant les élections, je le souligne comme ça, là, en passant,
Le ministère a quand même voulu indiquer qu'il travaillait sur cette idée-là, qu'on crée un véritable corps de médiateurs identifiés. Là, actuellement, vous avez des listes à l'IMAC, l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec. On a des listes au Barreau du Québec. On a des listes à la Chambre des notaires. Et on a des listes. Comprenez-vous que si vous avez des listes partout, c'est comme si vous n'en aviez pas, hein, parce que finalement, il n'y a pas d'endroit où tu peux vraiment t'informer qui est médiateur, s'il vous plaît, qui peut m'aider. Okay? Alors, c'est très intéressant qu'est-ce qu'il y a dans cette annonce-là faite par le gouvernement juste avant les élections. Le MJQ entend mettre à la disposition du citoyen la publication de ce registre est prévue. Le MQ entend informer. Le MJQ pourra ainsi soutenir. Les efforts doivent être poursuivis. Écoutez, c'est tout au futur. Là. C'est une façon polie de dire on n'a rien fait depuis 2016 pour mettre en œuvre les conditions bien pratiques, professionnelles, une liste, en fait, d'une certaine façon, de médiateurs qui ferait que les gens sauraient à quelle porte ils doivent s'adresser. Bon, et pourtant, ça avait été demandé très tôt. Ça, c'est un mémoire déposé par l'Observatoire du droit à la justice en décembre 2011 dans le cadre de la première version du Code de procédure civile qui dit, bien, ça prend quand même, il faut éventuellement envisager de mettre sur pied des services de médiation, la création d'un corps de médiateurs civils accrédités, puis que les gens sachent à quelle porte frapper pour avoir ce service-là. D'autres limites sont venues du fait qu'il n'y a aucune stratégie, en fait, de publicité, de communication sur ces nouveaux services-là. La structure du palais de justice est encore complètement inadaptée. Vous êtes allé au palais de justice récemment, vous êtes tous des praticiens, fait que vous rentrez là en présentant votre carte, hein, comme moi je fais aussi. Là. Mais pour le monde, de rentrer là, c'est pire que de rentrer à l'aéroport, hein, parce que finalement, on est contrôlé de A à Z. On n'a pas le sentiment qu'on est complètement chez soi. Et quand on voit tous les avocats qui passent eux autres comme ça, puis les juges qui passent par en arrière, ils n'ont même pas besoin de passer par la gate, on se dit, on n'est pas tout à fait à la maison. Donc, il y a un problème actuellement dans la structure des palais de justice parce que la plupart des salles ne sont pas conçues pour faire de la médiation non plus. Mais c'est pas très grave, il y en a tellement peu que ça paraît pas finalement qu'on n'est pas équipé du tout sur le plan de la logistique pour recevoir des équipes de médiation. La mobilisation complète des effectifs de la magistrature pour régler les problèmes de délai en matière criminelle fait que, notamment en matière civile, actuellement, il n'y a pas beaucoup de juges qui seraient disponibles pour les conférences de règlement amiable, par exemple, alors qu'on en aurait besoin. Puis, ben, finalement, il y a l'absence d'incitatifs financiers. Lorsqu'on a créé en 1997 la médiation familiale, on a financé les 6 premières rencontres de médiation entre les parties. Finalement, on réduit ça à 5, mais je veux dire, ça fait que les gens y recourent, alors qu'il n'y a aucun soutien financier pour le recours à un médiateur en matière civile. Puis tant qu'il n'y aura pas ça, bien évidemment, les gens vont toujours croire que c'est plus facile d'aller voir la seule personne dont on connaît le nom, qui s'appelle un avocat, pour prendre le dossier en charge. Mais si cet avocat-là, pour d'autres raisons que je vais expliquer, ne favorise pas ou n'a pas tendance à juger la médiation, ça veut dire qu'en fait, le service à toute fin utile n'existe pas. Bon, évidemment, il y a des écueils liés à la culture professionnelle. Bon, la pratique du litige est quand même encore au fondement de la profession juridique. L'avocat qui plaide, c'est la figure type, c'est la figure emblématique. Puis la pratique numéro 1, comme je dis, c'est encore la lettre de mise en demeure, là, qui prouve que tu es un vrai praticien. Alors, la structure de financement de la pratique juridique n'est pas du tout construite sur ces questions de médiation. La tarification horaire est fondée plutôt sur une pratique standardisée du litige. Et donc, c'est une question de base. On travaille là-dessus avec Julie Paquin sur la question de savoir comment il faut modifier la structure les modèles de pratique des bureaux pour qu'ils réussissent à rentabiliser une autre offre de service que le service ordinaire fondé sur le litige. Comment on peut structurer ça? Parce qu'actuellement, si un bureau décide qu'il ne fait plus de litige, alors que tout son système de financement est construit là-dessus, honnêtement, je lui donne après 6 mois, il va faire faillite. Alors, le système actuel tel qu'il est conçu ne permet pas de financer facilement et de structurer facilement une pratique, une offre de services juridiques fondée systématiquement sur la médiation. Remarquez que la médiation n'est pas bonne pour tout non plus, hein, mais le modèle du droit des affaires, c'est encore une référence aussi qui finalement fonde finalement la pratique ou l'idée du bureau sur le fait qu'on occupe une niche qui est rentable. Et puis, évidemment, ce type de pratique-là ne favorise pas nécessairement le service aux particuliers. Alors, c'est les particuliers qui ont des besoins plutôt en matière de médiation. Les compagnies, s'il s'agit de s'entendre, réussiront toujours à le faire entre eux. C'est pour les particuliers que le problème se pose. Puis bon, finalement, l'absence de modèle de pratique en phase avec les besoins, justement, des particuliers crée problème. L'absence d'espace d'expérimentation, notamment parce que le code de déontologie des avocats
interdit pratiquement toute innovation. Si vous voulez essayer quelque chose, là, c'est certain, le syndic va venir en arrière puis il va dire, ça, on ne peut pas faire ça à cause de l'article 12. Ça, on ne peut pas faire ça à cause... Même si l'article 42 prévoit qu'on doit favoriser la médiation, la conciliation, toute autre organisation du système de la pratique pose problème souvent pour le syndic. Parce qu'il y a toujours, quelque part, un principe sacré. On essaie de protéger les citoyens, le client, etc. Dans certains cas, en lui nuisant, mais ça, il ne faut pas le dire, là. Et parce qu'on a une conception assez formelle de la façon dont on doit protéger l'intérêt du client. Et ça devient un empêchement de pouvoir construire une pratique différente où la médiation pourrait trouver une place. Par exemple, vous ne pouvez pas pratiquer en OBNL actuellement. Vous ne pouvez pas pratiquer en coopérative, etc. Il y a beaucoup de modèles, en fait, d'organisation du travail qui pourraient être envisagés. Alors, la conséquence de ça, bien, vous la voyez, évidemment, c'est ce que j'appelle les arbres mangeurs de clôture. C'est que vous pouvez bien établir la règle que vous voulez. Là. Mettons, la clôture, c'est la règle. Là. Mais si vous ne changez pas la façon dont l'arbre va pousser, je m'excuse, mais il va manger la clôture. C'est-à-dire qu'il va s'en foutre complètement. OK? Et c'est c'est un fait actuellement dans le domaine de la pratique du droit, c'est que même si la règle change, la pratique ne change pas. Ça oblige à réfléchir à la façon dont on réussit à changer des systèmes fortement institutionnalisés, comme le système juridique. Des systèmes figés depuis longtemps, qui ne bougent pas beaucoup, pas facilement. Alors, il y a plusieurs niveaux de ça, et au CRDP, on réfléchit actuellement sur cette question-là. Soit on essaie de le changer sur le plan, je dirais, idéologique, mais ça, c'est déjà fait. Tout le monde est d'accord avec les orientations générales du nouveau code. Tout le monde, vous ne trouvez pas un juge, pas un praticien qui va dire c'est de la bullshit. Non, ils vont tous dire que c'est super correct. Alors, on dit, bon, on n'interviendra pas à ce niveau-là, tout le monde est déjà d'accord. Fait qu'on va intervenir plutôt au niveau des normes, et des organisations. On a réussi à changer les normes, mais on n'a pas changé les pratiques. Et ça, c'est fou, parce que nous, les juristes, normalement, quand on change la norme, on devrait s'enligner. Ben, c'est trop demandé. Alors, comme on ne change pas l'organisation des tribunaux, comme on ne change pas l'organisation du travail, comme on ne change pas, comme on fait que changer la norme, bien, finalement, on se rend compte que ça ne marche pas. Et donc, c'est au niveau de la pratique bien bête qu'il faut travailler. Il faut, en fait, que les juristes aient un avantage et les praticiens un avantage à faire ce qui est le plus utile et nécessaire pour leur propre client. Parce qu'actuellement, il arrive que l'intérêt du praticien qui a gagné sa vie se trouve en opposition ou en tension, disons, on va dire ça comme ça, se trouve en tension avec l'intérêt du client qui est de régler vite. Et on se retrouve dans cette situation-là systématiquement. Le droit, la pratique du droit n'est pas la seule de se retrouver dans cette situation de tension des intérêts entre l'intérêt du professionnel et l'intérêt du client. Mais quand même, ça arrive plus systématiquement ou assez systématiquement dans le cas de la pratique juridique contemporaine. Il me reste encore 2 minutes. Parfait. Il y a des écueils liés aussi à la culture des juges. On leur dit finalement qu'ils ont la possibilité, parce qu'on leur donne une plus grande marge de manœuvre pour la gestion d'instances, d'intervenir et favoriser, en fait, ces pratiques nouvelles. Mais c'est toujours le même problème. Eux aussi, ils ont des pratiques anciennes et bien ancrées. Le juge qui intervient le moins possible, qui se protège derrière la procédure, parce que ça vise d'abord à le protéger. Si un juge suit toute la procédure, il ne pourra jamais dire qu'il a été partial ou qu'il a manqué d'intégrité ou qu'il a nuit à l'indépendance de la magistrature ou à l'indépendance de son jugement. C'est à ça que ça sert, la procédure, en fait. Ça sert à protéger le juge. Alors, l'essentiel, en fait, des positions dans lesquelles les juges, pendant les 10 dernières décennies, ça fait 100 ans, ça, là, si vous calculez bien, là, ont placé leurs propres pratiques, les empêchent, en fait, et constituent un barrage à une plus grande intervention dans la gestion de l'instance, alors que le Code leur dit déjà. Honnêtement, le Code de 2003 prévoyait déjà ça. Honnêtement, avant 2003, ils pouvaient déjà faire ça. Mais là, on leur a dit, on l'a souligné, on a écrit ça en gras dans le Code, puis ça change toujours pas grand-chose. Et il y a une absence aussi qui vient renforcer cette autre absence, c'est qu'il aurait fallu que les cours, à un moment donné, disent, écoutez, nouveau code de procédure civile, nous, les 3 cours, mettons la Cour supérieure, la Cour du Québec, la Cour d'appel, on va l'appliquer. Il faut comprendre, on va l'appliquer. Alors, comme ils n'ont pas voulu faire ça, chaque juge est plus ou moins pris pour voir qu'est-ce qu'il peut faire. Et si tu es le seul juge, toi, à décider de faire de la gestion d'instance, alors que tous les autres continuent à fonctionner comme c'était avant, bien évidemment, ça l'a fait mal à la Cour d'appel. Bon, donc, alors que la gestion d'instance, ce serait en fait une des façons par lesquelles les mesures de rechange peuvent être envisagées, comme il y a peu d'intervention du juge dans ce cadre-là, et pas suffisamment, bien, ça ne vient jamais non plus. Et là, les praticiens, donc tout le monde continue à faire comme il faisait. Donc, de façon générale, on a des problèmes, mais le vrai problème dans tout ça, c'est l'incompréhension des attentes du public. 2 petites données, et je conclue là-dessus, sur ces fameuses attentes du public. Parce qu'on revenait à ça, puis on se demandait à qui sert le droit.
peut-être qu'on inciterait davantage les praticiens à envisager que les particuliers sont peut-être notre cible principale. Vous savez, le grand marché de la pratique aujourd'hui, ce n'est pas les compagnies, c'est les particuliers. Pourquoi? Parce que, justement, la vaste majorité n'iront jamais voir des avocats. Et puis, à côté de ça, on a des avocats qui ne réussissent pas à gagner leur vie. Fait qu'on a un problème d'offre et de demande, là. Il y a beaucoup d'avocats qui ont des difficultés à gagner leur vie. Ça leur prend tout pour réussir à s'acheter un veston. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui nous manque. Il y a un lien, il y a un chaînon manquant entre les demandes du public et ce que la pratique offre. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il veut le public? Alors ça, c'est intéressant. Une enquête qui a été menée il y a moins qu'un an. On demande aux gens, je m'excuse, c'est en anglais parce qu'il avait fallu que je le présente en anglais. Les attentes des citoyens en situation de conflit, c'est quoi? En fait, on demande aux gens, comment voudriez-vous, s'il y avait un problème, comment voudriez-vous le régler? Alors, 4,2 disent par un procès. Tous les autres, là, ils veulent régler ça autrement. On va se parler entre eux, être aidés pour se faire parler, tata. Ces données-là, on les avait déjà en 1993. Donc, ça fait 25 ans qu'on sait ça. Mais on continue quand même à fonctionner comme si le procès était le grand lieu, le grand espace où le droit se réalise. Nous-mêmes, dans les facs de droit, c'est ce qu'on fait. À partir de quoi on travaille la jurisprudence? On ne donne jamais d'avis juridique à étudier. On n'en fait pas écrire non plus. On n'étudie pas des contrats de notaire alors qu'on pourrait le faire. On n'étudie pas des avis juridiques. Travailler à partir d'avis juridiques. On ne fait jamais ça. On arrive avec des décisions de jurisprudence, comme si le droit se construisait là. Alors qu'en fait, une très petite proportion des différends se retrouvent réglés ou régis par les tribunaux. Et donc, on cautionne nous-mêmes, comme faculté, l'idée que tout se règle à la Cour. Dernière chose, peut-être la plus intéressante, mais ce serait vrai également, même si ça concerne les juges, des praticiens. On leur demandait, si vous aviez à aller devant une cour de justice, comment voudriez-vous que le juge vous reçoive? Qu'est-ce que vous attendriez du juge? On a demandé ça. Alors, qui décide rapidement? Seulement 3 on est toujours en train de parler de l'obsession des délais, mais seulement 3 vraiment des gens qui disent que c'est un gros problème. Qu'ils soient impartials, 36 en fait, qui prennent le temps de m'écouter, 55 Et ça, c'est encore plus vrai chez les gens non scolarisés. C'est beaucoup plus vrai encore chez les femmes que chez les hommes. Le monde veut être entendu. OK? Et puis, qui nous donne raison, 6 Évidemment, on s'entend. Tu vas à la cour, tout le monde va avoir raison. Là. Mais dans l'abstrait, abstraitement, c'est a priori, les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est être entendus. Ils veulent quelqu'un qui les aide. SOS. SOS. Alors, je pense qu'il y a là une immense ouverture pour la réforme, la révision de ce qui est important qu'on doit faire comme praticien. Il faut qu'on les forme autrement à la fac. Il faut qu'on les forme autrement au barreau. Puis il faut qu'on offre des modalités d'organisation du travail, de modèles de pratique, où ils peuvent survivre et vivre bien même avec une réforme élargie. Voilà.